Bonjour à tous. Donc, nous attaquons la dernière table ronde qui est la table ronde sur les données probantes et les recommandations de bonnes pratiques. Le titre est Pratiques probantes, il faut ce qu'il faut. Et je suis discutante, je suis Jocelyne Viato, j'interviens au nom de l'UNAFAM et je suis discutante avec Thomas Gargot qui s'est installé de l'autre côté. On change un peu le schéma. Alors, pratique probante, il faut ce qu'il faut. Je dirais oui, oui, il en faut, mais aujourd'hui, on n'en a quasiment pas. Le travail de l'UNAFAM dans tous les départements français, nous avons 300 points d'accueil qui sont répartis sur tout le territoire, retrouve une extrême hétérogénéité des pratiques en psychiatrie. Elle est bien connue de tous. Madame Buzyn, ministre de la Santé en 2018, disait « En psychiatrie, il y a le pire et le meilleur ». Cette hétérogénéité est aggravée par la sectorisation. On est dans les faits prisonnier d'un secteur, même si la loi fait explicitement passer le libre choix du médecin avant la sectorisation, même si la loi est ainsi, mais elle n'est pas respectée. Si c'est le pire qui règne dans le secteur, c'est une immense perte de chance. Certaines familles vont déménager pour que leurs proches soient sectorisés ailleurs, parfois à 500 km de leur domicile initial, pour trouver un de ces secteurs emblématiques où l'espoir est permis et les droits respectés. Pour le vieux médecin que je suis et qui se réjouit d'être au milieu de tous ces jeunes collègues de la JPJA, porteurs d'espoir, cela rappelle la situation du cancer dans la deuxième partie du XXe siècle. La même hétérogénéité des pratiques était responsable de multiples pertes de chance. On l'a presque oublié aujourd'hui. Après que soient passés les plans cancer et que les recommandations de bonnes pratiques, évolutives bien sûr, soient respectées partout sous l'égide de l'Institut national du cancer. À l'origine de cette mutation, les États généraux du cancer, organisés par les usagers, et plus précisément la Ligue contre le cancer en 1998, avec les professionnels bien sûr. Alors c'est notre responsabilité à tous de permettre à la psychiatrie d'accéder à sa mutation. Si l'on regarde aujourd'hui sur le site de la Haute Autorité de Santé, dont c'est la mission de produire les recommandations de bonnes pratiques en France, on est sidéré par le vide pour ce qui concerne les troubles psychiques sévères de l'adulte. Prenons l'exemple de la schizophrénie. Une recommandation pour l'annonce diagnostique des maladies psychiques sévères de l'adulte, le guide des actes et prestations dans le cadre de l'ALD 23, c'est-à-dire la liste comptable de ce qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, et une fiche activité physique. Au total, quelques pages à mettre en perspective avec les guidelines de nos voisins pour la schizophrénie, 685 pages en Grande-Bretagne avec NICE ou 359 pour les Lettlini en Allemagne. Les troubles bipolaires ne sont pas mieux lotis. Il n'y a rien pour les troubles de personnalité limite sur le site de la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, il y a donc une formidable marge de progression. Obtenir des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé qui réunirait pour se faire comme d'habitude des groupes pluriprofessionnels et des usagers et des aidants, ce serait un premier pas. Il nous faudra bien sûr ensuite les diffuser, les faire vivre, comme partout en médecine. Agnès Buzyn, à l'époque ministre de la Santé, en 2018, disait aussi en parlant de la psychiatrie, cette discipline doit totalement être intégrée au monde de la santé avec la même exigence de qualité, de sécurité des pratiques et de pertinence des soins qu'ailleurs. Alors s'il vous plaît, chère autorité de santé, HAS pour les intimes, participez à l'indispensable mutation. Donnez-nous des recommandations de bonnes pratiques en psychiatrie. Voilà, je passe maintenant la parole à l'autre discutant, Thomas Gargot. Faut pousser le bouton sur le micro pour l'allumer.
Ça a permis de comparer effectivement avec ce qui s'est déjà passé dans le passé, donc sur d'autres disciplines, et voir exactement qu'est-ce qui serait transposable et puis comment. Donc on va avoir 5 intervenants par rapport à cette question. Voilà, je vais vous demander de parler entre 5 et 10 minutes, avec l'idée peut-être de se laisser du temps entre nous, parce qu'il y a des spécificités par rapport à ce qu'a présenté Jocelyne, que je pense vont être intéressantes de discuter entre nous, et puis après avec le reste de la salle. J'ai forcément oublié de me présenter, donc Thomas Gargaud, moi je suis pédopsychiatre universitaire à Tours. Donc je vais passer la parole à Christophe, voilà, qui va nous parler un petit peu d'épistémologie et puis d'histoire et comment on fabrique les recommandations de bonne pratique. Alors à chaque fois, pardon, excusez-moi, c'est un peu décousu. À chaque fois, on va avoir 3 questions. Vous allez plus ou moins vous saisir de ces 3 questions un peu avec votre profil et vos questions. Les 3 questions sont qu'est-ce que c'est finalement les recommandations de bonne pratique, que Jocelyne a commencé à expliquer un petit peu, comment on les construit, les méthodologies, et puis comment on peut impliquer peut-être les usagers avec. Et puis surtout, je pense qu'il semble le plus limitant, parce qu'il y a quand même des recommandations de bonne pratique dans d'autres pays, c'est comment on les implémente. Voilà, donc je te passe la parole, Christophe. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Christophe Gauche, je suis pédopsychiatre à Lyon et je finis ma thèse de philosophie, donc en philosophie de la médecine, voilà, où je me suis intéressé sur plus précisément la notion l'intégration de la notion de préjudice dans les modèles de soins. Voilà, finalement, un des biais de ce parcours de philosophie que j'ai commencé il y a 13 ans, c'est ce que je vais essayer d'éviter aujourd'hui, c'est d'être trop conceptuel. C'est-à-dire qu'on nous apprend à maîtriser des concepts, à jouer avec, à vraiment creuser, et puis des fois, ou plutôt la plupart du temps, on ne nous apprend pas à les appliquer. C'est d'ailleurs ce que critiquent les sociologues aux philosophes. Et inversement, où je pense que je suis fier de parler aussi avec cette méthode philosophique devant vous aujourd'hui, c'est que les philosophes reprochent aux sociologues de parler de choses un petit peu légères, alors qu'ils n'ont pas défini leurs termes. Et peut-être qu'aujourd'hui, il me reste 4 minutes, j'aimerais amener 1, 2 ou 3 termes qui sont importants, que j'ai pu apprendre au cours de mes études, autour de la notion de preuve. Donc voilà, c'est des choses très basiques. Pour vous donner un exemple, si voilà, c'est arrivé à certaines personnes, on leur donne 35 millions d'euros, là si je vous le glisse dans la poche, je vous dis demain matin il faut que vous fassiez quelque chose pour la psychiatrie, voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous aurez des idées, moi je suis sûr que si on me faisait ça j'aurais plein d'idées, le problème c'est est-ce que j'aurai des idées qui vont faire leur preuve? Et donc il y a vraiment cette notion de preuve qui a été un peu galvaudée par l'évidence-based medicine, médecine fondée sur les données probantes ou preuves, comme si la preuve c'est ce qui émanait des essais contrôlés randomisés. Et en fait aujourd'hui on est sur une crise de la preuve, on pourrait dire, qui n'est pas celle de la critique de l'EBM, mais qui est celle d'une potentielle capacité à faire émerger de la preuve autrement que par l'EBM. Comme si on pouvait faire preuve avec des techniques de soins, avec des équipes sur le territoire, avec, je ne sais pas, un chez soi d'abord, vous voyez, des dispositifs qui émergent, qui vont faire leurs preuves, mais les acteurs vont avoir du mal à dire « mais oui, ça marche, je suis légitime sur ce milieu, je suis légitime sur ce territoire », parce qu'on va leur dire « mais oui, mais prouvez-le-moi, prenez des éprouvettes, montrez-moi que vos patients vont mieux ». Voilà. Donc je trouve que c'est une crise de la preuve qui évolue, et ça me fait penser, donc, je trouve que ça a plusieurs implications. 3 implications. Une première qui est presque politique en fait. En politique, il est assez logique d'avoir un pluralisme politique. Donc ça veut dire que ça paraîtrait fou de penser un État où il y aurait une seule politique qui gouvernerait tout. Pluralisme politique, ça veut dire qu'il y a des controverses entre partis, et c'est à travers ces controverses qu'émerge du progrès, de la dynamique. Et bien en sciences, c'est pareil. Il faut différentes communautés. Il y a un pluralisme scientifique qui apparaît, et c'est en prenant différentes communautés scientifiques que va émerger des nouvelles choses. Donc là, on le voit quand on confronte différents courants en psychiatrie, psychanalyse, neurosciences, ça a été l'image stéréotypée. On voit aujourd'hui que ces controverses, ces frictions, ce n'est pas les mêmes. Ben, on a un pluralisme scientifique qui apparaît et qui est important, qui a des implications politiques. Et donc, deuxième point, au-delà de ce pluralisme scientifique, c'est qu'est-ce que c'est ces communautés ? Et ça, c'est intéressant parce qu'en philosophie, chaque philosophe a eu son terme pour représenter ces communautés scientifiques.
Bon, je peux vous les citer. Bon, globalement, vous avez chez Foucault les épistémés, vous avez chez Thomas Kuhn les matrices disciplinaires, les programmes de recherche chez Lakatos, même chez les bourdieusiens, vous avez les champs scientifiques. Vous voyez, il y a vraiment l'idée qu'il y a des gens qui défendent un type de preuve avec leur langage, avec leur vocabulaire, leur concept, et ils manient un objet particulier. Et peut-être pour résumer tout ça, moi j'aimerais dire que chaque communauté scientifique a un style, vraiment à entendre au sens de style vestimentaire. Quand on a un style vestimentaire, on véhicule une atmosphère, une ambiance, on est quelqu'un par ce style, et chaque petite partie de la psychiatrie, donc vous voyez, je ne vais pas les citer, hein, on a parlé d'institutionnel ce matin, de psychiatrie critique, de psychiatrie biologique, chacun a son style, et chacun amène son objet de recherche. Donc voilà, deuxième point important, au-delà du pluralisme, qui a des implications politiques, là c'est des implications épistémologiques. On a des styles et des styles de raisonnement. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, le style de raisonnement scientifique, c'est un livre de 1200 pages de Crombie, popularisé par Ian Hacking, qui dit vraiment, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a que 6 styles pour faire de la science. Donc un style taxinomique, par exemple, quand on décrit les troubles en les détaillant un par un, vous voyez à quoi je fais référence. Enfin, quand on prend les critères des troubles, on les détaille, on a un certain style, un style expérimental. Donc ça a été vraiment ce qui a été récupéré par l'EBM. Hein. On va vraiment faire des essais contrôlés, randomisés. Et puis, parmi les 6, il y a le style historico-génétique. Crombie donnait l'exemple de la philologie. C'est sûr qu'on ne va pas faire des tests de laboratoire pour montrer le sens des mots. Eh ben, c'est un petit peu la même chose. Par exemple, en psychanalyse, il y a vraiment une autorité qui apparaît du fait de la construction d'un savoir par chercheurs interposés au fil du temps. Voilà, donc deuxième implication, il y a des styles pour faire émaner de la preuve. Et chaque preuve est légitime dans son style, finalement. Et bon, troisième point, c'est que chacune de ces communautés qui fait émerger une preuve donc contingente, contextuelle, qui dépend de l'histoire de sa propre communauté, eh bien, elle a besoin d'avancer en faisant des promesses. Et ça, je pense, un point majeur, c'est de dire que nous vivons dans une sorte d'économie des promesses. Il faut faire une promesse que ce que je vais avancer comme résultat va être une preuve qui va mieux marcher que les autres ou qui va dépasser ce qui existe déjà. Et cette économie de la promesse, alors des fois quand je la présente en cours en philo, on me dit « Ah oui, c'est du marketing, c'est normal que le chercheur, pour vendre son projet, dise « Je vais prouver que ça marche ». Et pour ça, je fais une promesse que ça marche. Et comment je fais une telle promesse ? Parce que je suis crédible, parce que je suis légitime. Je suis charismatique et j'ai à peu près la méthode, l'IRM qui marche bien. Donc, on fait des promesses. Donc, souvent on dit c'est du marketing. Moi, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, heureusement qu'on se lève le matin en tant que chercheur ou clinicien parce qu'on croit à ce qu'on fait. Donc, en même temps, cette économie de la promesse, elle a une valence positive. C'est-à-dire qu'il faut vouloir vendre son produit, mais pour des bonnes raisons aussi. Bon, je suis arrivé à peu près à 5-6 grosses minutes, j'ai fait vite, mais voilà, pour résumer en 3 points. Peut-être, est-ce que tu peux définir ce que c'est que l'EBM ? C'est pas si clair. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça parce que c'est un long sujet et j'ai pas pu parler de philosophie de la médecine, mais vraiment, il y a des philosophes de la médecine qui ne s'intéressent que à ça, que à l'EBM. Qu'est-ce que ça véhicule ? Ma directrice de thèse a vraiment été impliquée dans ça. Bon, déjà, en français, on traduit médecine fondée sur les données probantes. On ne dit pas trop le mot preuve parce qu'il y a vraiment une notion de vérité sous-jacente à la preuve. Données probantes. Au départ, par sa quête, le chercheur qui a proposé ça au départ dans les années 60, puis vraiment dans les années 90, il y avait la notion de données qui émanent d'une méthode scientifique, mais aussi, il y avait c'est ça qui est important, il y avait aussi 2 autres valences à l'EBM. C'était, alors je ne me souviens plus des 2, mais il y en a une, c'était, peut-être tu peux m'aider. Donc effectivement, c'est un trépied, l'EBM. Il y a qu'est-ce que me donne la science dans son champ actuel, le moins mauvais niveau de preuve, qu'est-ce que pensent les autres qui ont fait des études dans le domaine, qu'est-ce que moi je pense en tant que soignant, mon point de vue, parce que prescrire un truc auquel on ne croit pas du tout, même si on sait que c'est démontré, c'est compliqué. Et puis, quelle est l'expérience du patient aussi. Donc il y a vraiment un trépied,
Et puis c'est une synthèse un peu de ce trépied dès la fondation de la médecine factuelle et l'évidence-based médecine. Et puis au-delà, c'est une caricature de dire que l'évidence-based médecine, la médecine factuelle, c'est des essais randomisés contrôlés où on va tester juste une molécule versus un placebo ou deux molécules entre elles. C'est bien plus compliqué que ça. Notamment, il y a tout un site qui écrit comment on écrive avec les canons d'évidence-based médecine qui s'appelle Equator Guidelines et qui décrit la pluralité des différentes méthodologies qu'il peut y avoir et tout le champ de la recherche qualitative qui se fait en fait et qui s'intègre complètement dans l'évidence-based médecine. Maintenant, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut avoir en tête, le dernier concept, c'est qu'il y a des niveaux de preuve. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on peut les démontrer avec des essais randomisés contrôlés, qui sera mieux qu'une étude de cohorte, mais il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer avec un essai randomisé contrôlé. C'est pas éthique. Ou c'est pas faisable. Et donc, à chaque fois, voilà, c'est ce trépied avec ce moins mauvais niveau de preuve, l'expérience du patient et l'expérience du médecin. Voilà, on va passer au prochain intervenant. Donc, merci Christophe Gault. Nous allons passer la parole à Vincent Girard. Bonjour. Alors moi, je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle Combo, qui est un projet d'interface en fait entre le monde scientifique, les chercheurs, les professionnels de santé mentale, les personnes directement concernées et leurs familles. Et je rajouterai un quatrième pied à la table qui sont les décideurs politiques en fait. Parce que sans un accord des décideurs politiques, les bonnes pratiques ou les pratiques basées sur les preuves, elles ne s'implémentent pas. Vous m'entendez bien là, c'est bon ? Okay. Du coup, alors juste un peu en amont, je voulais vous dire qui j'étais parce que j'ai vu que dans la recommandation de la journaliste tout à l'heure, il fallait expliquer d'où on parle. Et parce que sinon, j'aime bien cette phrase de Dune qui dit que le message, c'est le messager. Donc moi, je suis psychiatre de rue au départ et je suis aussi utilisateur du système de soins en santé mentale. Et je travaille dans un laboratoire de santé publique en tant que chercheur. Donc voilà, j'ai travaillé aussi à l'Agence régionale de santé. Donc on va dire que j'ai navigué dans les quatre sphères et je navigue encore dans les quatre sphères. Les quatre, alors c'est pas les trépieds, c'est les quatre pieds de la table, avec plus ou moins de bonheur et de difficultés selon les jours. Et donc mon expérience, notamment à l'Agence régionale de santé avant et pendant le Covid, m'a fait prendre conscience à quel point les personnes qui décidaient étaient très éloignées des connaissances nécessaires pour pouvoir choisir de façon éclairée des politiques publiques. Et c'est vrai que c'est très très inquiétant ce que j'ai pu vivre dans cet espace. J'y ai quand même passé pas mal de temps. Alors moi je suis de formation au niveau scientifique anthropologique, donc je fais de l'ethnographie, c'est de l'observation participante. Je suis plutôt un qualitativiste au départ. Et il se trouve que j'ai monté un essai randomisé qui s'appelle le programme Un chez soi d'abord, que vous avez cité tout à l'heure, parce que je pense qu'effectivement, il faut il faut croiser les approches pour pouvoir avoir un niveau de preuve intéressant. Et surtout, les données quantitatives, elles créent des corrélations, mais elles ont du mal à faire des liens de causalité. C'est une des grandes confusions dans la recherche. Les gens, à la fois dans le grand public, à travers le journalisme, mais aussi les chercheurs eux-mêmes, entraînent une confusion entre des liens statistiques et des liens de véritables liens de causalité. Et ça, c'est un vrai élément de confusion. Pour en revenir à l'objectif de mon propos, il se trouve qu'on est un collectif d'acteurs dont l'UNAFAM fait partie, la JPGA aussi, l'ADESM, qui est l'association des établissements de santé mentale, et Advocacy, et une association de travailleurs pairs. On a décidé de se réunir ensemble pour essayer de réfléchir à comment on pouvait aider l'État, en fait, à prendre des bonnes décisions. Et on est parti du constat, alors ça c'est une très bonne nouvelle, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a plus de solutions que ce qu'on pourrait appliquer face aux problèmes qu'on a. Il y a encore, on va dire,
30, 40 ans, on avait beaucoup de problèmes et peu de solutions. Aujourd'hui, on en a trop. C'est-à-dire que la communauté scientifique, je m'explique, on en a trop. La communauté scientifique et la communauté en général, d'ailleurs des soignants, des usagers, des décideurs politiques, produisent des solutions, mais en un nombre tellement important que ça ne peut pas être intégré en termes de changement. C'est-à-dire qu'il y a un frein aujourd'hui qui est nouveau, qui est on a trop de solutions, et un, on ne sait pas les choisir, et deux, en fait, le changement qu'elles génèrent, et ma collègue va vous parler des programmes de développement des compétences psychosociales, qui en fait, derrière ce terme un peu barbare, est un programme qui change le modèle éducatif. Eh bien, on a énormément de mal, nous, les humains, à accepter les changements qu'on nous propose. Et la santé mentale, on le voit bien, ce qui résiste, et on l'a vu avec la stigmatisation, ce qui résiste, c'est toujours ces peurs, ces représentations négatives, on n'arrive pas à les changer. Donc notre cerveau, il n'aime pas changer. Notre cerveau, il est plutôt à l'économie, et si on lui propose des changements, il faut vraiment que ça soit intéressant, quoi. Et paradoxalement, il y a quelques types de cerveaux, notamment les cerveaux neuroatypiques, qui ont, eux, par contre, énormément de mal à ne pas changer. Donc il se trouve qu'il y a aussi des gens, des acteurs qui changent tout le temps. C'est souvent eux, d'ailleurs, qui proposent des changements. Et donc, d'un côté, effectivement, il y a les bonobos et les troglodytes, c'est ça, les troglodytes, ouais. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas changer et ceux qui veulent tout changer tout le temps. Et donc, forcément, là, ça crée des tensions assez fortes. Alors, évidemment, dans Combo, on est plutôt du genre à vouloir tout changer. Et c'est vrai qu'on a identifié sur le territoire national, hein, on n'est pas allé très loin, facilement 10 ou 20 bonnes pratiques qui existent déjà et qui seraient probablement la solution à 80% des problèmes qu'on rencontre actuellement dans le champ de la santé mentale. Et je me rappelle avoir discuté avec un DG d'ARS qui est à la retraite maintenant, qui était à Nouvelle-Aquitaine, qui est l'ARS qui fonctionne le mieux en France, hein, c'est un secret de Polichinelle. C'était monsieur Lafourcade, je crois, qui me disait « Vincent, moi j'en peux plus de financer 95% de mauvaises pratiques et j'aimerais bien pouvoir financer beaucoup plus de bonnes pratiques. » Donc il avait cette conscience qu'il était en train de financer des choses qui ne fonctionnaient pas et par ailleurs il pourrait financer des choses qui fonctionnent. C'est ça aussi le dilemme. On a un dilemme de riches, on a un dilemme d'offres, c'est-à-dire qu'on a des solutions. Et donc l'idée de Combo, c'est d'identifier ces solutions et de les mettre à disposition des gens qui veulent changer. Et donc c'est vraiment, un, sensibiliser et mettre en lumière les bonnes pratiques qui existent sur le territoire. Deux, les rendre simplement accessibles, facilement accessibles, ce qu'on appelle un processus de littératie. On parlait du jargon scientifique. C'est vrai, quand vous discutez avec les chercheurs ou quand vous lisez un article scientifique en anglais, la plupart du temps, vous ne comprenez rien, en fait, ou vous comprenez 10% de ce qu'il veut dire. Et qu'en fait, les journalistes, entre autres, mais aussi tout ce qu'on appelle les vulgarisateurs scientifiques, ils ont un rôle très important à jouer pour essayer de parler de façon simple de choses compliquées. Et ça, c'est un des enjeux de la santé publique. Aujourd'hui, la littératie montre qu'il y a 30 à 50% des personnes qui ont besoin d'une information concernant leur santé qui n'arrivent pas à accéder à cette information alors qu'elle existe, ce qui est énorme. Donc on a un problème d'information, de diffusion d'une information sur les bonnes pratiques. Le deuxième problème qu'on a, qui est un autre impensé de la santé publique en France, c'est les processus d'implantation d'une bonne pratique. Aujourd'hui, les gens disent « Ah ben, on vous donne de l'argent et allez-y ». Mais sauf qu'en fait, il faut des gens pour vous aider à implémenter une bonne pratique. Et donc il se trouve qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce processus d'implantation et qui sont tout à fait en mesure d'assurer, de la formation, mais aussi de la cooptation, venir faire des stages dans les équipes, regarder comment ça se passe. On apprend en général en regardant ce que font les autres. Hein. Les enfants le font et les adultes aussi. Donc voilà, l'idée de Combo, c'est de mettre en lien des gens qui savent faire avec des gens qui ont envie de changer. Ça, c'est vraiment le principe de base. Et après, ce qui est vraiment important aussi, c'est de pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics, et notamment le ministère de la Santé et les agences régionales de santé, notamment à travers les projets territoriaux de santé mentale. Je ne sais pas si vous avez participé à ces sortes d'ovnis politiques où on a demandé à des personnes qui n'étaient pas de l'agence régionale de santé de construire des politiques publiques, ce qui est très nouveau en France. Hein. La participation en France, c'est un vrai problème. On est sur-hiérarchisé, hein. On crée de la hiérarchie inutile et ça paralyse le fonctionnement de nos sociétés. D'ailleurs,
la question du modèle éducatif, elle est très en phase avec ça, hein, puisque notre modèle éducatif... C'est bon, je suis bon au niveau timing ? 1 minute. Je finis juste sur cette question du modèle éducatif, parce que pour moi, et ça permettra de faire l'introduction avec le programme suivant, en santé mentale, s'il y a un seul programme, si vous devez vous souvenir d'un seul programme qui change la société, c'est les programmes de développement des compétences psychosociales, parce que c'est des programmes qui ont d'abord les niveaux de preuve scientifiques les plus élevés de tous les programmes qui existent, et je ne parle pas que des problèmes de santé, pas que des programmes de santé, les programmes sociaux en général. C'est des programmes qui sont évalués depuis très très longtemps, et qui ont d'ailleurs la méthode évaluative s'est construite avec ces programmes, qui sont des programmes éducatifs, mais qui ont un impact majeur sur la santé mentale en termes de prévention et de promotion. Et c'est $1 investi pour 30, 40, 50 ou 60 $ récupérés. Donc c'est énorme en termes médico-économiques. Ça a changé, c'est des politiques publiques, hein, qui ont été implémentées notamment en Suède avec le programme l'OMS qui l'a repris, qui s'appelle le programme Inspire. Et c'est des programmes qui vont changer les destins sociaux des enfants, mais qui vont encore plus loin que ça, qui vont changer les modèles relationnels que nous avons, nous, dans notre société, en diminuant la hiérarchie, en introduisant, en changeant le modèle, qui est notre modèle dominant, que vous connaissez sans le connaître peut-être, mais qui est punition, récompense, compétition, et on l'échange avec un modèle négociation, coopération, autonomie. C'est un modèle qui diminue de 30 à 50% les troubles de santé mentale et qui change le destin social des personnes et des enfants, ou même des adultes. Et voilà, en termes de bonnes pratiques, je pense que s'il y avait une chose à retenir, ça serait de développer ce programme-là. Il y en a plein d'autres aussi. Merci. Merci, monsieur Gérard. Ça montre bien la complexité de la recherche. On crée des programmes, après il faut les évaluer de manière quantitative, il faut évaluer de manière qualitative comment les implémenter, et ça c'est un vrai sujet en fait. Voilà. Je vais passer la parole à Alain Danet, il va représenter le CCOMS. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Alors de où je parle, je coordonne un groupement de 29 établissements qui représentent 192 secteurs de psychiatrie, qui est donc piloté par le CCOMS. Le but de ce groupement, c'est de tenter d'implémenter les politiques de l'OMS dans les secteurs. Alors, la politique de l'OMS, c'est quoi ? C'est déjà, l'OMS demande à ce qu'il y ait de l'engagement. Donc, l'engagement, ça veut dire l'engagement social, un engagement qui doit se traduire par un engagement politique avec des conséquences en termes d'investissement. Hein. Je rappelle que dans le monde, le budget, la part du budget santé qui est consacrée à la santé mentale, la médiane, c'est 2%. Donc, bon, voilà, le prisme OMS, évidemment, investir beaucoup plus sur la santé mentale, mais pas seulement sur le sanitaire, investir aussi sur l'ensemble des politiques qui ont des conséquences sur la santé mentale, lutte contre l'exclusion, lutte contre la pauvreté, etc. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne le travail sur les environnements. Je vais aller très vite là-dessus. Juste, l'OMS parle essentiellement de l'école et de l'environnement de travail, d'ailleurs, y compris à l'hôpital. Et le troisième axe, c'est tout ce qui concerne intensifier et améliorer les soins en implémentant les soins de santé mentale dans les soins primaires, en travaillant sur une approche bio-psychosociale et pas uniquement médicamenteuse, en ayant en tête la question des droits, en faisant intervenir les pères aidants, et bien sûr sur une base de lutte contre la stigmatisation. Donc voilà, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que du coup la question de la donnée probante, ça a déjà été dit, hein, voilà, c'est sûr que le gold standard, l'essai contrôlé randomisé, alors il y a des données probantes qui sont référencées par l'OMS dans le compendium sur la couverture maladie universelle. Là-dedans, vous allez retrouver la TCC, le MDR, effectivement l'éducation dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que souvent, on va plutôt avoir un mixte dans les recommandations de l'OMS sur à la fois les données probantes et ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne façon, disons, de donner un soin de la part de la façon dont présente l'OMS. C'est
le territoire, une solution adaptée au territoire qui va être acceptable par les acteurs du territoire, les partenaires du territoire, les professionnels du territoire et bien sûr les usagers, les aidants qui y sont. Donc la combinaison de tout ça est quand même assez largement publiée dans des recommandations de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, ça s'est pas mal accéléré depuis la Covid. Ces directives de l'OMS se traduisent aussi par des outils. Il y en a plusieurs, je vais juste en citer 2-3. Vous avez par exemple le programme MHGAPE qui s'intéresse essentiellement, c'est plutôt pour les non-spécialistes, c'est plutôt faire une première évaluation et une première orientation. Vous avez le programme Live Life sur la prévention suicide, ça a été un peu évoqué tout à l'heure sur la partie médiatique, et le programme Quality Right, qu'on connaît bien au CSOMS puisqu'on le développe, qui s'adresse vraiment aux services qui s'interrogent sur leurs pratiques et qui veulent savoir où ils en sont par rapport aux droits de l'homme. Donc c'est vraiment toute une méthodologie qui est assez bien faite pour vraiment essayer d'aller vers une orientation au rétablissement. Donc voilà, moi le message que je voulais vous passer, je vais très très vite, évidemment ces sujets-là sont très complexes, mais juste vous dire, soyez curieux, intéressez-vous à ce que l'OMS produit. Soyez curieux, allez voir vos voisins, allez voir ce qui se passe à l'étranger. Regardez un petit peu, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce groupement. Et là, je partage complètement ce qui a été dit juste avant moi, évidemment. Pourquoi réinventer le fil à couper le beurre quand on a quelqu'un qui l'a déjà fait avant? Alors, évidemment, on ne va pas dupliquer, on ne va pas copier-coller, on va s'intéresser à ce qui fonctionne, et puis ensuite, on va la réadapter à son environnement, à sa pratique. Et ça, c'est vraiment très important parce que il n'y a pas deux services identiques. Nous, sur les 192 secteurs, il y a 192 cas de figure. Alors, intéressez-vous aussi, parfois, c'est intéressant de voir que dans les mêmes hôpitaux, parfois, il y a 10 secteurs, on ne sait pas forcément ce que fait son voisin. Donc, allez voir ce que font les autres. Ça va forcément vous apporter quelque chose. Regardez un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Et voilà, faites-vous un peu votre propre organisation locale. Voilà un peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Merci Alain. Oui, allons voir les autres, allons voir les voisins, allons voir à l'étranger. On a, je crois, beaucoup de pistes à suivre, hein, comme on disait tout à l'heure. Ce ne sont pas les solutions qui manquent et on aimerait bien qu'elles s'implémentent un peu plus rapidement. Et maintenant, nous allons passer la parole à Béatrice Lambois. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui pour parler de deux thèmes que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire l'aspect méthodologique et scientifique, et puis le côté intervention. Alors du coup, moi, depuis tout à l'heure, je me sens un peu seule, hein, parce que je vais vous parler plus de prévention et de promotion de la santé mentale. Donc j'ai bien noté qu'en effet, c'est un continuum, mais c'est vrai que je souhaitais aussi faire quelques rappels pour montrer qu'à la fois, ça va être un continuum, mais à la fois, il y a des spécificités. Donc, désolé, ça peut faire un peu magistral. J'ai un support, j'ai du mal à m'en passer. En plus, je suis aussi universitaire. Donc, d'où je parle? Aujourd'hui, je parle en tant que conseillère scientifique à Santé publique France, à la direction de la prévention et de la promotion de la santé. Et donc, je suis spécialisée plutôt en santé mentale. Et puis, depuis que la mouche promotion de la santé m'a piqué, du coup, je parle plutôt de santé globale, de santé positive. Je vous propose donc de commencer avec quelques notions qui ont été abordées, puis de reposer des jalons pour voir si on est d'accord ou pas d'accord. Et puis, comme ça, on pourra lancer un débat, éventuellement, si on a un peu de temps. Et puis, de voir la spécificité de la prévention et la promotion de la santé en termes d'objectifs et de méthodologie. Et puis, un petit exemple autour de ce qui a été évoqué sur les compétences psychosociales, parce que c'est quand même une première en France que cette stratégie interministérielle qui est encore malheureusement trop peu connue. J'ai 10 minutes pour parler de sujets où il faudrait plusieurs jours, donc c'est un challenge, mais on va essayer de le relever.
Donc, données probantes, de quoi parle-t-on? On l'a vu depuis tout à l'heure, il y a plusieurs définitions qui circulent. Donc, moi, j'aime bien repartir des définitions vraiment de base, et en premier, de faire la différence entre la notion de données et d'intervention, où il peut y avoir confusion. Quand on parle de données probantes, en fait, on fait référence essentiellement aux connaissances scientifiques ou issues de protocoles systématiques. Et en fait, quand on fait référence aux interventions probantes, là, c'est là où la complexité et la confusion peut arriver encore plus. C'est-à-dire qu'on fait référence à deux choses différentes. On va parler d'evidence-based programme pour une intervention validée, et le gold standard est donc bien le CR, quoi, l'essai contrôlé randomisé, qui nous permet d'avoir le niveau de preuve le plus élevé. Mais on va parler d'evidence-based public health, ou psychiatrie, ou psychology, pour autre chose, en fait, pour une intervention qui est construite dans le cadre de l'EBM. Et l'EBM, on a eu tout à l'heure un bel exemple, je trouve, qui nous montre qu'en fait, l'EBM a glissé avec les années. Et donc, on s'est rétréci autour des essais contrôlés randomisés. Et en fait, à l'origine, si on prend les définitions, même par exemple de Sackett, qui est un des fondateurs, ben, en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était beaucoup plus ça. Et du coup, j'aime beaucoup à le rappeler parce qu'on l'a beaucoup oublié. Puis la crise Covid nous l'a montré qu'on avait encore plus oublié. C'est qu'à l'origine, c'est vraiment une pratique qui se voulait... un paradigme qui se voulait vraiment partant de la pratique pour améliorer la pratique en s'appuyant sur les meilleures connaissances disponibles. Dans les meilleures connaissances disponibles, il y avait bien sûr la notion, l'idée d'utiliser des connaissances scientifiques, les meilleures données scientifiques disponibles, dont les programmes validés, mais il y avait bien sûr le fait de garder l'expertise professionnelle comme un élément central, et bien sûr le vécu expérientiel, les besoins, les attentes du public, des populations, ou si on en dit un individuel, du patient. Et en fait, vraiment, l'approche evidence-based est très porteuse dans le sens où c'est vraiment une approche intégrative qui doit se co-construire avec ces trois polarités très différentes, et en fait qui est assez dur à mettre en place. Donc peut-être l'esprit humain aime la simplification, et du coup on a rigidifié du côté scientifique, mais à l'origine c'était pas ça. Et donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête et de retrouver éventuellement les références historiques. Et du coup, avec ce schéma en tête, l'élément central aussi autour des données, des interventions probantes, un des premiers challenges, ça va être la question de ce transfert. Comment on transfère d'une part les données et comment on transfère d'autre part les interventions. Et de faire bien la part des choses entre le transfert des données qui va relever d'une certaine stratégie et le transfert de l'intervention qui relève d'une autre. Donc le schéma classique, c'est le transfert de la science, donc du milieu scientifique vers le milieu de pratique. Et puis, il y a aussi actuellement la pensée magique qu'on pourrait passer de la donnée ou de l'intervention probante aux pratiques. Et on a beaucoup oublié cette phase intermédiaire. Donc moi, je peux en parler parce que c'est 20 ans de pratique dans ce champ du transfert de connaissances et de pratiques qui est malheureusement très peu mis en place en France, très peu étudié, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est un sujet d'études et de recherche à part entière. Donc c'est toute la question de la transmission. Et ce passage-là d'un monde à un autre est vraiment pas simple du tout. Donc là, je vais pas creuser, mais avoir en tête que d'une part, il y a besoin d'un corps intermédiaire. Donc moi, j'ai mis la santé publique, ça peut être d'autres structures qui prennent en charge ce transfert de connaissances. Mais aussi, vous voyez qu'il y a aussi des flèches qui remontent. C'est-à-dire que pour avoir des pratiques fondées sur les données probantes qui soient réellement efficientes et mises en place, ça va être important de co-construire dès le début, dès la production scientifique et dans la phase intermédiaire, des supports qui soient vraiment en adéquation avec les besoins des pratiques. Donc ça, on a tendance à l'oublier aussi, cette notion de co-construction dès le début, dans le cadre de la recherche et développement, et aussi dans le cadre de la recherche fondamentale, où si on veut avoir des données utilisables, il faut qu'elles soient intéressantes. Donc ça, c'est un point qui peut être assez général sur les données probantes. Puis je voulais faire quand même un petit focus sur le champ de la prévention et de la promotion de la santé mentale.
Alors, j'ai bien conscience que je suis un peu en dissonance avec ce qui a été dit précédemment, donc je vous prie de m'excuser un peu, puisque là, c'est vraiment un schéma pour nous aider au niveau de l'intervention, pas au niveau, je dirais, de la prévention et de la maladie, mais vraiment l'idée d'avoir un champ de santé mentale, qui puisse être le mieux organisé possible pour qu'en face, on puisse y mettre les pratiques les plus efficientes avec les méthodologies bien spécifiques. Donc, je reprends la classification habituelle de l'OMS, où on montre que le champ de la santé et de la santé mentale en général peut être sectionné en 5 dimensions que vous connaissez bien. Et là, je vais mettre le focus sur le champ qui est peu connu, peu développé en France, même si on en parle beaucoup et que maintenant notre ministère porte ce nom-là. En fait, le champ de la promotion de la santé mentale et le champ de la prévention a des spécificités propres, au même titre que les autres niveaux d'intervention. Ça va être important de les connaître et de pouvoir mettre en place des interventions qui vont être adaptées aux populations ciblées, donc en l'occurrence des populations qui ne sont pas malades, donc qui ne sont pas demandeuses, donc ça va nécessiter une stratégie bien spécifique, et qu'on va toucher, et qu'on va aller vers leur milieu de vie. Hein. Donc vraiment avoir ça en tête, et le fait aussi qu'il va y avoir besoin d'avoir une méthodologie d'intervention spécifique. 2 minutes, c'est très très sportif. On va y arriver. Donc un petit rappel sur la définition de la prévention et promotion de la santé mentale, avec le but en effet d'éviter d'entrer dans la pathologie pour la prévention et de promouvoir la santé mentale pour la promotion de la santé mentale. Et la méthodologie spécifique va être de cibler et d'agir sur les déterminants des troubles psychiques ou de la santé mentale en général. Et donc la stratégie spécifique, c'est l'augmentation des facteurs de protection, la diminution des facteurs de risque, et si on est sur une intervention fondée sur des données probantes, avec des interventions efficaces et fondées sur les données probantes. Donc, si on s'appuie sur cette définition-là, un des enjeux majeurs va être de connaître ces déterminants et de connaître les interventions probantes pour agir sur ces déterminants. Donc, je vous renvoie à un article qu'on a publié en 2022, où là, vous retrouvez, je dirais, une synthèse des principaux facteurs de risque et de protection de la santé mentale. Donc, c'est particulièrement utile pour la prévention et la promotion de la santé mentale, mais aussi pour le soin. Et déjà beaucoup plus vieux, en 2011, on avait fait une synthèse sur les interventions probantes en prévention et promotion de la santé mentale. Vous avez en vert les facteurs qui sont liés justement à des déterminants clés, qui sont ça a été évoqué tout à l'heure, les compétences psychosociales qui jouent un rôle déterminant dans la santé mentale, comme on peut le voir. Donc, je vais faire que balayer, je vous laisserai creuser pour ceux que ça intéresse. Et on voit que les principaux facteurs de protection au niveau individuel sont des facteurs en lien avec les compétences émotionnelles, sociales et cognitives, d'où le fait que la majorité des programmes probants dans le champ de la promotion de la santé mentale sont des programmes qui visent à développer les compétences psychosociales. Donc je vous laisserai explorer. Et je termine donc avec l'exemple de cette stratégie qui s'appuie sur ces connaissances scientifiques et qui co-construit avec les pratiques expertes françaises. Cette stratégie qui est vraiment nouvelle, qui s'appuie sur, comme ça a été dit, 40 ans de recherche au niveau international, plus de 30 ans de pratique française, et puis 20 ans d'expérimentation de programmes probants en France. Donc vous devez peut-être connaître des programmes comme Unplug, GBG, PSFP. Prodas, voilà. Oui, il y en a un certain nombre. Et j'attire vraiment votre attention à aller explorer cette stratégie. C'est assez exceptionnel pour nous. On est sur un versant positif de la santé mentale, donc ça c'est une première. On est dans le cadre d'une stratégie interministérielle, ce qui est assez exceptionnel aussi. Donc on travaille avec 8 ministères, et puis la culture est venue nous rejoindre, donc on est avec 9 ministères, et ça s'est formalisé dans le cadre d'une instruction. Donc c'est totalement atypique, avec des enjeux
aussi atypiques, des enjeux générationnels à 2037. Donc pas mal de pression, mais je dirais aussi un ancrage, et c'est pour ça que je voulais en témoigner aujourd'hui, en ancrage vraiment dans le paradigme de l'EBM, à la fois scientifique et à la fois expérientiel. Et c'est vraiment à partir de ces rencontres des meilleures pratiques et des meilleures connaissances on va construire toute une stratégie et un certain nombre de livrables. SPF vient en appui d'expertise, en appui scientifique, en appui technique, grâce à tout un réseau de spécialistes, donc universitaires et experts praticiens. Donc là, je vous liste et je vous présente déjà les premiers livrables autour des CPS, donc un référentiel scientifique et prochainement un référentiel pratique. Et on descend de la théorie pour aller vers la pratique et un certain nombre d'actions de communication aussi pour accompagner ce dispositif. Désolée d'avoir été un peu longue, mais c'est vrai que c'est assez sportif. Madame Langlois. En tout cas, ça montre bien la complexité de différents champs, toutes les méthodologies différentes, le temps qu'il faut, le rôle de l'implémentation, la philosophie de l'EBM dans son sens large, comme on disait au début, donc c'était très bien que vous preniez ce temps-là. J'ai passé la parole à Camille Texera pour voir un peu les conséquences après, finalement, quand des recommandations de bonne pratique qui sont décidées au niveau national, qu'est-ce que ça fait au niveau juridique après pour les médecins et puis les usagers. Bonjour à tous, donc Camille Texera, je suis doctorante en droit de la santé publique sur le sujet de la place de la santé mentale au sein du droit à la protection de la santé, et c'est sous cette casquette que je vous parlais des conséquences juridiques finalement des données probantes en fait, qui se traduisent par les recommandations des bonnes pratiques de la HAS, parce que au-delà donc d'être des pratiques, un guide dans l'usage médical, elles ont aussi des conséquences juridiques. Parce que ces recommandations, bien qu'elles soient peu nombreuses, comme le disait Madame Viato tout à l'heure, elles ont quand même une valeur juridique qui est reconnue. Et donc cette valeur juridique, elle la tient de l'article 110-5 du Code de la santé publique, en fait, qui correspond aux obligations de déontologie du médecin. Je cite, toute personne a, compte tenu de son état de santé, le droit de recevoir les soins les plus appropriés au regard des connaissances médicales avérées. En fait, les recommandations donc, des bonnes pratiques sont le transfert finalement des données probantes et surtout, donc, des données acquises de la science. Donc c'est depuis 2005, puis ensuite en 2011 que cette valeur juridique a été attestée par le Conseil d'État aux données acquises de la science. Et donc dans la pratique, ça se traduit comment ? C'est que le médecin doit appliquer ces recommandations de bonne pratique, sans quoi il peut établir donc une faute médicale s'il ne le fait pas, dans le cas évidemment où ça cause un préjudice. En revanche, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut nécessairement que le médecin applique ces bonnes pratiques. Il y a aussi la notion de soins appropriés qui était citée dans l'article précédent. Et donc, le médecin doit concilier cette obligation d'appliquer les bonnes pratiques avec celle de l'application des soins appropriés. Et c'est-à-dire que si un médecin psychiatre applique des bonnes pratiques alors même qu'il n'aurait pas dû par rapport à la situation du patient, on peut lui reconnaître une faute si jamais il y a un préjudice suite à cette méthode qu'il aurait appliquée ou pas. En revanche, donc ça interroge quand même sur la liberté de prescription et la liberté en fait du médecin dans sa pratique. Malgré, après avoir dit tout ça, il n'est quand même pas obligé d'appliquer ces recommandations s'il le justifie, donc au-delà des soins appropriés, mais aussi par d'autres données acquises de la science que celles de la HAS, parce que la HAS n'est pas la seule institution qui peut faire des recommandations. Donc s'il le justifie, il n'est pas obligé donc d'appliquer ces recommandations-là. Donc voilà, tout ça pour dire que ces données probantes ont une valeur juridique qui peut avoir un impact dans la responsabilité du médecin. Et ce n'est pas seulement un guide dans la pratique, il y a vraiment un impact juridique derrière tout ça qui est possible et qui impacte forcément la pratique du médecin. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous laisser un peu la parole entre vous. Si vous avez des questions, on a pu en poser au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur un propos.
On a vu quand même qu'il y a des conceptualisations un peu différentes. Finalement, il y a un consensus, mais l'impression, quand on parle d'évidence-based médecine, il faut avoir un esprit que c'est assez large. C'est pas juste un essai randomisé contrôlé, et puis il y a d'autres savoirs qui peuvent se construire et qui sont très complémentaires, voire indispensables. Et ça, finalement, je pense qu'il y a consensus une fois qu'on définit bien les termes. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Ouais. Ouais, c'est encore moi, Arnaud Bagdasarian, interne de psychiatrie. J'avais une question. Moi, tout de suite, dès que j'entends bonne pratique, je pense que j'ai une forme de réflexe un peu angoissé de flicage. Et là, vous expliquez très bien que l'evidence-based medicine, c'est pas ça du tout. Mais quand même, je me demande pourquoi il y a ce réflexe. Et du coup, je me demande ce que vous pensez de ce qu'on peut appeler les certifications HAS, qui sont vraiment sur le terrain vécues comme du flicage, où on vous dit c'est comme ça qu'il faut faire, alors que là, vous expliquez très bien que les médecines, en fait, c'est très large, personne ne sait ce qu'il faut. L'utilisation aussi politique pour l'interdiction, la promotion de certaines pratiques qui, en fait, on regarde plus tard, c'est plus compliqué que ça. Parce que on a dû me dire une fois, quand j'étais en première année de médecine, que les evidence-based medicine, c'était ça, donc le trépied. Et ensuite, je suis resté sur, c'est juste des statistiques. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce hiatus, cette utilisation que moi j'appellerais politique, quoi. Je vous laisse répondre. Il faut vraiment regarder le site Equator Guidelines si tu dis comment on écrit une bonne étude qualitative, une bonne revue systématique, une bonne étude de cohorte. Et voilà, il faut se détendre. Il n'y a pas que l'essai randomisé contrôlé. Il y avait par exemple des études sur est-ce qu'il faut interdire la violence physique, les fessées et les claques. Ça, c'est une très bonne donnée d'évidence-based médecine. Bien sûr, ce n'est pas un essai randomisé contrôlé. Voilà. Quel est l'impact des lois après sur les comportements externalisés, à quel point les enfants sont violents? Voilà, c'est pas un essai randomisé contrôlé. Et puis effectivement, il y a toute cette culture derrière. Et puis la recherche, ça prend du temps. C'est pas parce qu'il y a un essai qui dit que c'est la vérité. Il y a des méta-analyses, il y a des discussions. Ce qui a été très surprenant pendant le Covid, je trouve, c'est que les gens, ils ont appris que la science est conflictuelle et que les scientifiques, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils sont là pour débattre et puis ils sont là pour sélectionner un peu des arguments. Et voilà, à un moment, les données font consensus quand même. On ne peut pas débattre de tout. Et voilà, les preuves, elles convergent quand même. Mais c'est vrai qu'au niveau réflexion sur comment on fabrique la preuve scientifique, il n'y a pas question qu'il y a juste essai randomisé contrôlé. Là, c'est peut-être effectivement quand ça va être le regard du spécialiste sur qu'est-ce que c'est que l'évidence-based médecine, mais c'est pas du tout ça, l'évidence-based médecine, et c'est pas du tout ça. Une connaissance médicale, c'est bien plus compliqué que ça. Après, il y a la question de la peur, et peut-être la peur du contrôle finalement. Si je dois suivre un peu des guidelines, finalement, je ne suis pas complètement libre. Alors c'est effrayant d'être libre, mais après, finalement, j'ai peut-être des comptes à rendre. S'il y a des guidelines, voilà, c'est peut-être. Et puis, être à jour dans cette spécialité, c'est complexe. Mais après, voilà, ça a permis beaucoup de mouvements. Oui. Oui, je voulais faire deux commentaires. Il y a deux autres termes qui sont intéressants. C'est evidence-based policy, c'est-à-dire les politiques publiques. Il y a des politiques publiques, par exemple, sur le rétablissement. Il y a des pays qui en ont fait des politiques publiques et on voit des changements en fait, structurels de l'organisation de la société. Pareil, sur les compétences psychosociales, les pays scandinaves ont changé leur modèle éducatif. Vous parliez de la fessée. En 1979, il y a eu une loi qui a été votée en Suède de pénalisation des violences éducatives ordinaires. Et c'est vrai que les papas, en particulier, disaient « Mais nous, si on ne peut plus mettre des fessées à nos enfants, ils vont tous finir en prison. » Et 40 ans après, leurs prisons sont vides, ils les louent aux Russes, qui eux n'ont pas changé évidemment leur modèle éducatif, comme vous pouvez vous en rendre compte à travers leur président. Et la deuxième chose, c'est les pratiques basées sur les droits. Et donc l'OMS en a parlé. Et c'est important en fait quand on regarde une pratique basée sur les preuves ou une bonne pratique, de regarder est-ce qu'il y a des politiques publiques et est-ce que c'est basé sur les droits. Ça aussi, c'est des manières de pouvoir
évaluer ce qu'on a envie de choisir en fait, parce qu'il y a un panel de bonnes pratiques, et comment on choisit celle qu'on va décider, puisqu'on a maintenant la chance d'avoir face à certains problèmes plusieurs choix, mais on peut aussi regarder ça, quoi. Oui, juste pour compléter et pour essayer de vous répondre un petit peu, il y a quelques années, il y a eu une visite de certification HAS dans un établissement, et quelques mois après, il y a eu une visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a édité un rapport au vitriol sur les pratiques de cet établissement. Alors, c'était il y a quelques années. C'est vrai que depuis, les contrôles HAS ont un petit peu, enfin les certifications, les visites de certification HAS ont un petit peu évolué. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas tout à fait sur le même plan. Et pour rebondir, je crois qu'il y a aussi des principes intangibles qui n'ont pas besoin de preuves, et notamment les droits, et les droits de l'homme en particulier. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je voulais quand même rebondir là-dessus. Il y a des pratiques qui ont montré leurs preuves et qui respectent les droits, et il y a des pratiques qui ont montré leurs preuves et qui respectent moins les droits. Donc je suis d'accord sur le fait que les droits n'ont pas besoin de preuves, mais par contre il y a des pratiques qui permettent et qui facilitent le respect des droits. Je pense notamment les interventions à domicile versus les hospitalisations. Aujourd'hui, le budget de l'hôpital, c'est 10 milliards. Franchement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est très clair. Il faut multiplier les interventions à domicile qui sont 10 fois moins chères et qui sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire une intervention à domicile, c'est 60 € par jour, une intervention à l'hôpital, c'est 600 € par jour. C'est très clair, vous demandez à n'importe qui, que ce soit une famille, un usager et même un professionnel qui pratique dans une équipe mobile, ils vont tous vous dire la même chose. Et aujourd'hui, en psychiatrie, on crève de soignants qui ne veulent plus travailler à l'hôpital parce que c'est pas intéressant, parce qu'il ne se passe rien à part les 3, 4, 5, 6 premiers jours. D'ailleurs, c'est les durées moyennes de séjour dans les autres pays où ça fonctionne bien. C'est 5 à 6 jours. À l'EPSM, au G21 où c'est le modèle, c'est 5 à 6 jours. Nous, on est à 30, 50, 60 jours dans les établissements. Et du coup, ça, c'est vraiment un exemple typique. Voilà, je vais juste dire ça. Les guidelines internationales confirment à chaque fois ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'hospitalisation, c'est quand on a loupé le reste et que ça n'est pas du tout le début des soins et que tout doit se faire dans la communauté. Quand on regarde NICE, par exemple, je vous invite à les regarder, vous allez voir que c'est comme ça que c'est présenté. Il y a des preuves robustes pour dire ça. Et il n'empêche qu'on continue de donner 70% du budget à l'hospitalisation et 30% à l'ambulatoire. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut modifier. C'est un symptôme que le système ne marche pas très bien, qu'il est un peu malade. Et puis il y a vraiment la question de la réponse graduée, et d'où l'intérêt central de la prévention, quoi. Par rapport à des choses qui fonctionnent et qui n'ont pas démontré leur efficacité dans un essai randomisé contrôlé, il y a la Bible de l'Evidence-Based Medicine, le British Medical Journal, qui fait des numéros annuels, qui a montré qu'il n'y avait jamais eu d'essai randomisé contrôlé sur l'utilisation du parachute pour éviter de se cracher par terre quand on fait du parachutisme. Et puis finalement, dans ce qui était éthique de faire, c'était pas si clair quand ils ont essayé de faire un essai randomisé contrôlé, parce qu'ils l'ont fait à 1 mètre du sol, parce que sinon c'était un petit peu trop dangereux, il n'y avait personne qui était suffisamment motivé pour participer à l'étude. Et puis sauter à 1 mètre du sol avec ou sans parachute, ça ne changeait pas grand-chose. Voilà. Donc voilà, on ne peut pas faire des essais randomisés contrôlés sur tout, et puis il faut regarder un peu, est-ce que c'est généralisable, est-ce que c'est acceptable. Il y a plein de questions d'organisation des soins derrière. Juste un commentaire. Un commentaire qui me vient des différents échanges. Myriam Duranton, pédopsychiatre en retraite maintenant à Vichy. On se pose la question depuis quelques mois au sein de l'Association des psychiatres infanto-juvéniles, l'API, sur l'utilisation de la contention au moment dans les hospitalisations pour adolescents. Entre droits, rien n'est clair. Le droit qu'on a pour certaines équipes d'attacher ou pas de contention pour les ados. Et ce n'est pas clair. Il y a donc à préciser quelles pratiques il faut, quels lieux d'abord. Faut-il avoir des lieux pour hospitaliser les adolescents qui sont en nombre bien insuffisant en France, on le sait.
Et par ailleurs, l'utilisation ou non de la contention. Je le pose comme ça, comme une question qu'on peut, entre bonnes pratiques, droits et possibilités qu'on a. Il y a des pays où ça n'existe plus depuis 20 ou 30 ans, la contention. Donc moi, ma réponse, elle est très claire. C'est pas une pratique, en fait. C'est de la maltraitance. Et on ne sait pas faire autrement, mais on peut apprendre à faire autrement et on n'a qu'à aller voyager un peu pour se former, quoi. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Et il y a des établissements en France qui ne font plus de contention. Donc même en France, on sait le faire, hein, le zéro contention. Hein. Étude en cours, dont le résultat sera connu en 2024, qui s'appelle PledCare, qui est une étude qui va voir les établissements dans lesquels il n'y a pas de contention et en général extrêmement peu d'isolement, et qui va comprendre quels sont les facteurs qui permettent de travailler comme ça. Et je crois qu'on en saura plus, mais c'est vrai que tendre vers pas de contention et le moins d'isolement possible, je crois que ça aussi, c'est une pratique qui a fait ses preuves. Comment réaliser l'alliance thérapeutique avec un adolescent qu'on a attaché à l'arrivée dans les soins, ça paraît compliqué. Donc il faut s'ouvrir à d'autres pratiques, il faut essayer de voir ce qui se passe dans d'autres pays, dans la recherche. Et les réponses sont rarement si simples. Il y a la question des budgets, des financements. Voilà, je remercie tout. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Exactement. C'est vraiment la réponse graduée et il y a des choses à tester avant. Ouais. Je vais remercier, je crois qu'on est pressé par le temps, je vais remercier tous les intervenants pour votre participation à tous ces questionnements très riches. Merci beaucoup. Merci à tous.